L'information de ce mercredi 8 octobre vous est présentée par Lucille Cantet et au sommaire de cette édition, la Cour de cassation qui ne reconnaît pas la responsabilité de l'État dans l'affaire Marina. Les associations pointent du doigt des dysfonctionnements et ne baissent pas les bras. Ils réfléchissent à porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Dans la peau d'un policier, le commissariat Queffort ouvrait ses portes aujourd'hui, l'occasion de découvrir au plus près le travail des forces de l'ordre. Et puis la colère des habitants de rue Audin, obligés de payer aujourd'hui une facture pour se raccorder au réseau d'assainissement, alors qu'ils pensaient avoir 2 ans pour régler cette somme. L'invité de l'info ce soir, Émilien David, que vous avez bien connu, vous, fidèles téléspectateurs d'LMTV. Il revient après 6 mois passés en Palestine et nous livrera son regard sur la vie là-bas et sur le conflit. Mais on commence ce journal par cette information. On l'a appris cet après-midi, 165 emplois sont menacés à Luché-Pringé. L'entreprise Gastronome a annoncé à son personnel un projet de fermeture du site d'ici la mi-2015. Les 165 salariés risquent donc de perdre leur emploi. L'entreprise spécialisée dans le découpage et le conditionnement de viande de volaille espère qu'un repreneur se présentera. Une décision qui intervient alors que Terrena, groupe propriétaire du site de Luché-Pringé, annonçait il y a 1 an un investissement de 10 millions d'euros chez Gastronome pour répondre à un marché de KFC. La CGT, syndicat majoritaire, condamne cette nouvelle disparition d'un site industriel. Après Candia et Armen Baker, c'est encore une fois un coup dur pour l'emploi dans le Sud-Sarthe. Justice, l'État n'est pas responsable dans l'affaire Marina. C'est la décision de la Cour de cassation annoncée aujourd'hui. Les associations Innocence en danger et Enfance et Partage souhaitaient faire reconnaître la responsabilité des services de l'État dans les dysfonctionnements constatés dans cette affaire, mais ils n'ont pas été entendus par la justice. La décision vient de tomber. Les associations de défense des enfants n'ont pas obtenu gain de cause. Christiane Ruel, présidente d'Enfance et Partage, est encore sous le choc. Je suis dans une tristesse et dans une colère à la fois. Vous ne pouvez même pas imaginer, parce qu'on s'était fait une promesse, Enfance et Partage. On s'était dit que l'affaire Marina, c'était l'affaire de trop. Il y a trop longtemps qu'on étudie des dossiers où il y a des dysfonctionnements, où il y a des manquements. Et on s'était dit cette fois-ci, il faut que quand même tout le monde prenne ses responsabilités. L'association Partie civile, lors du procès des parents de Marina, pointe du doigt des manquements dans l'enquête suite au signalement fait par les professeurs de la fillette. Elle pense donc à ne pas en rester là, comme l'explique son avocat, Maître Constantino. Si on n'est pas parvenu à faire valoir ce point de vue devant la Cour de cassation, qui, je vous le rappelle, est juge du droit et non juge du fait, je crois qu'il nous faudra vraisemblablement nous tourner vers la Cour européenne des droits de l'homme, vers laquelle, je pense, nous avons plus de chances de voir prospérer cette affaire. Sur ce point, je crois que nous avons un dossier solide. Aucune procédure n'est pour l'instant lancée. Enfance et Partage se laissent le temps de la réflexion. Montée d'adrénaline et sensations fortes pour les rencontres de la sécurité qui ont lieu jusque samedi. Il s'agit d'une vaste opération de communication pour les pompiers, gendarmes et policiers. Le but, expliquer leur métier ou susciter des vocations. Au commissariat du Mans aujourd'hui, 4 manceaux ont pu se glisser dans la peau de policiers. Un reportage de Florent Clavel. Cet homme Tout ce que j'avais dans ma vie, je les ai perdus, madame. veut en finir avec ses jours. Anissa, 23 ans, demandeur d'emploi, tente de le raisonner. Mais très vite, la situation se retourne contre cette policière d'un jour. Ce n'est qu'une mise en scène fictive, mais Anissa est choquée. Vous n'êtes pas la première à vous faire avoir, c'est pas la dernière. C'était presque réaliste et on a peur. Fumier de lapin! Cette situation critique et d'autres, avec une arme, les policiers manceaux y sont confrontés chaque semaine. Ces journées de la sécurité permettent notamment de sensibiliser le grand public aux difficultés de leur métier. J'ai une arme, je l'utilise pas, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais? Et ça, après, quand il va ressortir, il va forcément en parler, il va se dire, bah voilà, policier, c'est complexe, quoi. Autre situation, cette fois, une scène de crime. L'idée, se familiariser avec les outils de la police scientifique. Ici, la technicienne recherche des empreintes digitales à l'aide d'une poudre spéciale. Là, vous voyez, on les voit très très bien. L'autre but de cette mise en scène, dépasser les idées reçues.
Évidemment, les gens ont l'image que véhiculent les séries TV. Nous intervenons évidemment sur des scènes de crime comme celle-là, mais aussi, surtout, au quotidien, sur la petite et moyenne délinquance. Sur les vols de véhicules, les vols à la roulotte, les cambriolages. Les rencontres de la sécurité, c'est partout en Sarthe jusqu'à samedi. Programme disponible sur le site internet du ministère de l'Intérieur, rubrique Actualité. Une rencontre avec le maire, c'est une tradition au Mans lors de l'arrivée d'un nouveau préfet. Corinne Orzechowski a donc déambulé avec Jean-Claude Boulard dans les rues du Mans ce matin. L'occasion d'aborder des dossiers prioritaires comme les contrats de plan, la politique de la ville et l'aménagement urbain. Un problème a notamment été soulevé, celui de la mauvaise santé des commerces du quartier des Sablons. On en vient à cette mauvaise surprise pour certains habitants de Ruaudin, obligés de payer une facture qu'ils n'avaient pas prévue. Alors qu'une centaine d'habitations ne sont pas encore accordées au réseau d'assainissement communautaire, leurs habitants sont sommés de payer 1 250 €. Problème, il avait été convenu avec la municipalité précédente qu'ils auraient 2 ans pour se raccorder et donc 2 ans pour payer cette facture. Laure Girard. On nous demande de payer maintenant tout de suite. Pour cette habitante de Ruaudin, la facture au titre des travaux d'assainissement ne passe pas. J'ai une maison neuve avec une fosse neuve et il avait été dit que je me raccorderais dans 2 ans et je paierais dans 2 ans et j'ai payé une fosse que j'utilise depuis 2012 et là payer tout de suite 1 250 €, c'était pas du tout prévu sur le budget et pas prévu avec la municipalité comme ça. En mai 2012, le conseil municipal acte cette participation financière à l'assainissement, mais stipule bien que les Ruaudinois concernés paieront lors de leur raccordement. Depuis le 1er janvier 2013, la commune est entrée dans le Mans Métropole qui a financé les travaux pour plus d'1 300 000 €. Alors le système de paiement change, mais les habitants, eux, ne le savent pas. Pourtant, on le sait depuis juillet 2013. Mon job, c'est pas de trouver des coupables, c'est de trouver des solutions pour demain, pour les riverains. Effectivement, qu'on a une démarche plutôt collective sur laquelle on va essayer de travailler avec la trésorerie de façon à trouver des facilités de paiement plutôt collectives. Et ça, on est en train d'ouvrir ce dossier. La nouvelle équipe municipale est en négociation avec le Trésor public pour échéancer le paiement sur 1 à 2 ans. De son côté, le Mans Métropole rappelle que la facture aurait pu être plus salée. En fait, 1 250 € est un coût qui a été négocié. Il faut savoir qu'en moyenne, quand il y a un assainissement collectif qui est réalisé, les coûts de raccordement se situent entre 2 500 et 3 000 €. Il aurait fallu à l'époque, donc lors de l'entrée de Ruaudin en 2013, dans le Mans Métropole, prendre un petit temps, et notamment avec les habitants de ce secteur pour les informer des conséquences sur les coûts qu'ils auraient à supporter. En attendant une possibilité d'étalement du paiement de la facture, les riverains concernés sont invités à engager des démarches individuelles auprès du Trésor public. Allez, on prend le large et on quitte les frontières sartoises et françaises pour gagner la Palestine avec l'invité de l'info. Emilien David, bonsoir. Bonsoir. Alors on le rappelle pour les téléspectateurs à qui votre visage semble familier, vous étiez journaliste ici à LMTV l'an dernier et depuis vous êtes tourné vers d'autres horizons puisque vous revenez de 6 mois en Cisjordanie. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir en Palestine ? Alors premièrement, donc ça faisait longtemps que j'avais un projet en tête qui était de partir à l'étranger. J'ai d'abord pensé en fait à des pays anglophones pour améliorer l'anglais et puis aussi voilà pour découvrir une autre culture, voir un peu comment ça se passe ailleurs. Assez rapidement, je me suis dirigé vers les services volontaires européens qui sont des volontariats financés par l'Union européenne à travers l'Europe et aussi dans les pays partenaires comme la Palestine. Quand j'ai vu qu'il était possible de partir en Palestine, je me suis dit que c'était intéressant en tant que pour moi déjà en tant qu'être humain, mais aussi en tant que journaliste, parce qu'aujourd'hui en Palestine, voilà, s'il se passe donc il y a un conflit, qui à mon sens est l'un des conflits majeurs, même une question géopolitique majeure ça fait la une de l'actualité quasiment tous les jours. C'est ça, un conflit aussi qui est quand même assez compliqué et ça m'intéressait en fait de le comprendre un peu plus ce conflit et de voir aussi comment sur place ça se passait et aussi l'occasion de découvrir une nouvelle culture. Justement, vous avez habité sur place dans un camp palestinien. La vie dans un camp palestinien, est-ce que ça ressemble à l'image qu'on s'en fait avant d'arriver ? Alors ça dépend quelle image on se fait d'un camp de réfugiés. Alors c'est vrai qu'en général, camp de réfugiés, on voit des tentes, on voit des bidonvilles. Faut savoir qu'en Palestine aujourd'hui,
Et les camps de réfugiés, ils existent depuis 1948. Donc là, après 60 ans passés dans un camp de réfugiés, forcément, on ne reste pas dans les tentes. Alors c'est vrai qu'en 48-49, un camp de réfugiés, c'était des tentes fournies par l'ONU, tout ça. Mais aujourd'hui, forcément, les gens ont commencé à construire. Donc aujourd'hui, un camp de réfugiés, ça ressemble à une ville presque classique. Parce que les constructions restent encore très rudimentaires. Alors, quelles étaient vos missions sur place auprès de la population ? Alors, moi, en fait, donc j'étais volontaire dans une association palestinienne. Et donc j'intervenais dans l'association donc en tant que volontaire, c'est-à-dire que je donnais un coup de main à l'association dès qu'il y avait des travaux à faire, des petites choses à faire. Et mes missions principales là-bas, je donnais de la formation vidéo auprès des jeunes qui avaient entre 18 et 25 ans. Je dispensais aussi des cours de photo et je donnais aussi des cours de français et d'anglais aux jeunes. Alors, vous y étiez pendant que le conflit était assez important à Gaza, notamment. Alors, on rappelle que c'est pas du tout géographiquement au même endroit, mais est-ce que vous ressentiez ce conflit en Cisjordanie ? Alors, il faut savoir que le conflit en Cisjordanie, il est permanent. C'est-à-dire que il n'est pas seulement, je l'ai pas seulement ressenti pendant justement les événements de Gaza, justement pendant les actions bordures protectrices israéliennes. Non, le conflit il est permanent. C'est-à-dire qu'on voit des soldats partout, au quotidien dans le camp. C'est des soldats qui viennent à 4-5 heures du matin pour arrêter des gens. Et sinon, alors. Pour revenir à votre question, donc plus précisément justement sur cette opération bordure protectrice, on sentait, il y avait une tension un peu permanente. C'est-à-dire que moi je sais que mes copains là-bas, ils m'en parlaient tous les jours. On parlait de Gaza tous les jours parce que forcément c'est une opération qui a fait des morts. C'était des centaines de morts par jour. Voilà, au total c'est 2000 morts mine de rien sur toute l'opération. Donc voilà, ça reste des gens qui appartiennent au même pays. C'est comme si, par exemple, un conflit qui se passe en Bretagne, admettons en Bretagne il y a des milliers et des milliers de morts, forcément, même si vous habitez au Mans, vous allez être un peu touché parce que c'est des gens de votre pays qui sont en train de mourir. Donc voilà, il y avait surtout on ressentait une vive émotion en fait pendant les événements. Et malgré cette vive émotion, vous avez assisté à des moments de joie. On a vu quelques-unes de vos photos qui témoignent de ça. Ça, c'est la vie au quotidien, les gens sont heureux sur place aussi quand même. Donc le quotidien n'est pas facile, c'est vrai, mais en fait chaque moment de joie et chaque bonne nouvelle est vraiment accueillie d'une manière, avec une très vive émotion, quoi. Par exemple, j'ai vécu notamment l'annonce du cessez-le-feu quand le Hamas et Israël ont décidé d'un cessez-le-feu. C'est dans les minutes, dans les heures qu'on suivit, c'était la population qui descendait dans la rue. Là, dans le camp de réfugiés dans lequel je vivais, c'était des rues complètement blindées. C'est l'image que je vis immédiatement, on dirait qu'ils ont gagné la Coupe du Monde de foot. C'est-à-dire que quand en France, l'équipe de France marque son dernier but qui lui offre la victoire de la Coupe du Monde, tout le monde descend, on sort la musique, les drapeaux, et c'est exactement ça qui s'est passé. Avec le cessez-le-feu. Avec le cessez-le-feu, ouais, exactement. Merci Emilien David d'être venu sur notre plateau, et puis si ça peut donner des idées à des jeunes qui veulent partir en service européen. Merci à tous les deux. C'est la fin de ce journal, mais restez avec nous après une page de publicité et la météo. Il sera temps de retrouver l'actu vue par les médias.